Ma fille s'est mariée en secret hier. Je l'ai appris sur Instagram. Pendant 25 ans, j'ai réalisé chacun de ses rêves de mes propres mains. J'ai financé des études supérieures privées, un appartement dans un quartier chic, une voiture importée, des voyages en Europe. J'ai satisfait tous ses caprices tandis qu'elle me traitait comme une domestique dans sa propre maison. Mais le mariage de rêve que nous planifions ensemble depuis ces 8 ans, elle l'a fait sans m'inviter. La douleur m'a transpercé la poitrine comme du verre lorsque j'ai vu les premières photos apparaître sur mon fil d'actualité. Elle était radieuse en blanc, coiffée d'un voile de dentelle française. Il souriait fièrement aux côtés de toute sa famille, des proches que je connais depuis des décennies, célébrant et trinquant. Tout le monde était là. Cousins éloignés, amis d'enfance, voisins, collègues. Tout le monde sauf moi. Maman, tu allais créer un drame et gâcher ma journée parfaite. Telle était l'excuse lâche que j'ai reçue par message WhatsApp. Un drame pour avoir voulu participer au moment le plus important de la vie de ma fille unique? Un drame pour avoir existé dans l'histoire que j'avais construite avec tant de sacrifices et d'amour inconditionnel? Là, assise dans la cuisine de la maison que j'avais achetée pour elle avant le mariage, regardant ces photos qui m'avaient effacé de l'histoire familiale elle-même, une certitude absolue s'est imposée à moi. Il me voit comme un problème gênant, comme un obstacle social, comme la simple mer Noire qui fait honte à la nouvelle vie sophistiquée et banale que ma fille a choisi d'embrasser. Mais il y a quelque chose dont aucun d'eux n'a la moindre idée à mon sujet. Quelque chose que j'ai gardé totalement secret pendant 3 décennies, protégeant une famille qui me rejette maintenant publiquement et sans vergogne. Un secret financier qui pourrait bien bouleverser la donne. Parce que ce qu'ils pensent de moi et ce que je suis réellement sont 2 personnes complètement différentes. Et lorsqu'ils découvriront toute la vérité sur Célia Santos, ils comprendront que me sous-estimer et m'humilier a été la plus grosse erreur qu'ils auraient pu commettre. La femme fragile qu'ils ont piétinée hier n'est plus celle qui s'est réveillée déterminée aujourd'hui. La situation a changé. Les règles ont changé à jamais. Et j'ai finalement décidé d'arrêter de feindre la faiblesse et de jouer pour vraiment gagner. Je m'appelle Célia Santos, j'ai 62 ans et jusqu'à hier, je croyais avoir une famille qui m'aimait. Quelle naïveté de ma part! Vous savez, on passe des décennies à construire des châteaux de sable pour les autres, pensant investir dans l'amour, alors qu'en réalité, on ne fait qu'alimenter l'ingratitude? C'est exactement ce que j'ai fait avec ma fille Bianca. Chaque sacrifice que j'ai fait, chaque rêve que j'ai abandonné pour réaliser le sien, chaque humiliation silencieuse que j'ai ravalée, pensant que c'était pour son bien. Elle est née quand j'avais seulement 17 ans. Son père a disparu avant même qu'elle ne fasse ses premiers pas. Je l'ai élevée seule, travaillant comme domestique le jour et vendant des snacks devant l'école le soir. J'ai vu d'autres mères récupérer leurs enfants en voiture pendant que j'attendais le bus bondé, elle dans les bras. Mais j'avais promis à ma fille tout ce que je n'ai jamais eu. Et j'ai tenu toutes mes promesses. Des études de droit dans une université privée hors de prix. Un échange de 6 mois en France. Un appartement meublé à la fin de mes études. Une voiture neuve pour mes 25e ans. Tout cela financé à la sueur de mon front et grâce à des décisions financières judicieuses prises au fil des ans. Mais plus je lui donnais, plus elle s'éloignait. Ça a commencé par de petites choses. Son accent a changé après l'université. Elle a arrêté de me présenter comme sa mère à ses nouveaux amis, se contentant de dire « Célia ». Elle a arrêté de venir chez moi en banlieue, trouvant toujours des prétextes pour nous retrouver dans des endroits neutres. Le marié est arrivé il y a 2 ans. Famille traditionnelle, patronyme important, riche. Rodrigo a eu du mal à cacher son malaise en me voyant. Il m'a accueilli avec ce sourire politique que les riches adressent aux pauvres. Et Bianca? Elle a fait semblant de ne pas remarquer, ou pire, a fait comme si c'était normal. C'est pourquoi tant de mères comme moi choisissent de rester ici, partageant ces douleurs intimes, car elles savent que quelqu'un comprendra cette solitude particulière de quelqu'un qui a tout donné et a reçu de l'ingratitude en retour. Mais ce qu'aucun d'eux n'imagine, c'est que cette mère humiliée garde des secrets qui pourraient ébranler les structures qu'ils ont construites sur des mensonges. Les signes ont commencé subtilement, comme cela arrive toujours lorsque ceux qui devraient nous aimer décident de nous effacer lentement de leur propre histoire. D'abord, il y a eu les photos sur les réseaux sociaux. Bianca immortalisait toujours chaque instant précieux de sa vie, mais je disparaissais tout simplement de chaque image. Lors d'une fête ou d'un événement familial, elle prenait des photos sous des angles improbables où je disparaissais comme par magie du cadre. Quand je l'interrogeais à ce sujet, elle riait de ce rire artificiel qu'elle avait développé. « Maman, tu es tellement dramatique et paranoïaque. Ce ne sont que des photos ridicules, elles ne veulent rien dire. »
Puis vinrent les excuses de plus en plus élaborées et cruelles. Son enterrement de vie de jeune fille était réservé à mes amis proches de la fac. La soirée lingerie était un truc générationnel. Tu ne te sentirais pas à l'aise avec les jeux. L'enterrement de vie de jeune fille était un peu trop extravagant pour toi, maman. Chaque exclusion délibérée était soigneusement orchestrée sous un faux prétexte maternel, comme pour me protéger d'un embarras potentiel, alors qu'en réalité, elle me protégeait de la vie sophistiquée que j'avais contribué à construire pierre par pierre. Le pire, c'était les subtils changements dans notre dynamique familiale. Lorsqu'elle invitait parfois Rodrigo à dîner dans ma modeste maison de banlieue, je pouvais clairement discerner son regard. Il analysait chaque meuble modeste, chaque détail de la décoration avec cet air naturellement supérieur de quelqu'un qui catalogue mentalement la pauvreté des autres. Elle devenait visiblement tendue lors de ses rares visites, comme profondément honteuse de ses humbles origines. Il a commencé à me corriger publiquement quand je disais quelque chose de socialement incorrect, devant lui. C'est on est allé au centre commercial, maman, pas on est allé au centre commercial. Le ton était toujours doux et attentionné, mais la haine sociale était toujours limpide entre les lignes. J'ai ravalé chaque humiliation quotidienne, croyant naïvement qu'elle était temporaire. Qu'après la cérémonie de mariage, les choses reviendraient naturellement à la normale. Qu'elle m'inclurait enfin officiellement dans la nouvelle vie qu'elle construisait. Que je rencontrerais la belle famille, que je serais présenté et que ma place serait assurée au sein de la famille élargie. À quel point j'avais complètement tort surtout. Quelle naïveté pathétique j'ai eu de croire que des décennies de sacrifices maternels pouvaient rivaliser avec la profonde honte sociale que ma peau foncée et mes origines marginales représentaient pour elle. La dure vérité, c'est que Bianca ne m'a pas exclu du mariage par accident ou par inadvertance. Elle l'a fait de manière stratégique, car j'étais le seul obstacle visible entre elle et la vie entièrement blanche et socialement sophistiquée à laquelle elle avait toujours secrètement aspiré. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'elle n'aurait jamais pu imaginer chez cette humble mère, qu'elle a choisi de cacher complètement au monde sophistiqué. Quelque chose qui pourrait instantanément transformer toute cette humiliation accumulée en un pouvoir financier réel et dévastateur. L'ironie la plus douloureuse de toute cette situation est que pendant des années, j'ai prétendu être plus petite que je ne l'étais en réalité, précisément pour ne pas intimider ou embarrasser ma propre fille. Je me souviens très bien du jour où elle m'a demandé de ne plus jamais venir la chercher à la fac. « Maman, tu peux me donner le prix du ticket et je prendrai le bus quand même. » Comme j'insistais pour savoir pourquoi, elle a finalement avoué, les larmes aux yeux. « Parce que les filles n'arrêtent pas de me demander si tu es ma femme de ménage ou une parente éloignée. » À cet instant, j'ai eu le cœur brisé, mais j'ai pris une décision qui, je le sais maintenant, a été fatale. J'ai commencé à me cacher pour protéger son ego. J'ai commencé à porter des vêtements plus simples quand nous allions dans des endroits où elle risquait de croiser des connaissances. J'évitais de parler de mes affaires en présence d'autres personnes. Je faisais semblant de ne pas comprendre certains sujets pour ne pas l'embarrasser avec mon manque de sophistication. Je suis devenue une version diminuée de moi-même, pensant être une bonne mère. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'à chaque fois que je me rabaissais pour qu'elle se sente plus grande, j'enseignais à ma fille qu'il était acceptable d'avoir honte de celui qui l'avait mise au monde. J'alimentais un monstre d'ingratitude qui grandissait silencieusement en elle. Pendant toutes ces années de faux-semblants, j'ai bâti un empire en coulisses. 3 entreprises de nettoyage qui entretiennent les immeubles les plus chers de la ville. 2 blanchisseries industrielles. 4 locaux commerciaux stratégiquement situés. Des investissements qui rapportent plus en un mois que le précieux salaire annuel de Rodrigo. Tout cela en jouant le rôle de la mère humble et dépendante. C'est à ce moment précis que de nombreuses personnes ressentent l'impulsion naturelle de montrer leur soutien à ce voyage douloureux, laissant un petit signal silencieux indiquant que cette histoire profonde a vraiment touché quelque chose en elle. Car la vérité que Bianca n'avait jamais imaginée est que la femme qu'elle avait tant honte de présenter à la société est, en réalité, plus riche et plus puissante que toute la famille traditionnelle de son fiancé réunie. Et maintenant qu'elle m'a humiliée publiquement de la manière la plus cruelle qui soit, le temps est enfin venu pour elle de découvrir qui est vraiment Célia Santos. Et les conséquences de cette découverte ébranleront tous les fondements du mensonge qu'elle a construit sur notre relation. Parce que lorsque vous jouez avec le cœur d'une femme qui a sacrifié 3 décennies de sa vie pour vous, vous devez être préparé aux conséquences dévastatrices de cette trahison. La décision de révéler qui je suis vraiment n'est pas née d'un désir de vengeance, mais d'un besoin désespéré de retrouver ma propre dignité. Pendant des semaines après avoir découvert le mariage sur les réseaux sociaux, je suis restée enfermée chez moi, pleurant comme une enfant abandonnée. Je regardais des photos où tout le monde souriait joyeusement tandis que je n'existais tout simplement pas.
J'ai vu ma fille radieuse dans les bras d'un homme qui cachait à peine son mépris pour moi. J'ai vu des proches que j'avais connus bébés, devenus adultes élégants, célébrer une union dont j'avais été délibérément exclu. La douleur était physique. Je me réveillais au milieu de la nuit avec une douleur à la poitrine, comme si on m'avait planté un couteau entre les côtes et l'avait lentement tordu à chaque respiration. Je passais des heures assise dans la cuisine, à boire du café froid, à essayer de comprendre où j'avais pu faire une telle erreur en élevant ma fille unique. Mais c'est lors d'une de ces nuits blanches que quelque chose a radicalement changé en moi. Je regardais de vieilles photos de nous, de son enfance, et elle me regardait comme si j'étais la femme la plus importante au monde. Sur ces images, j'ai vu une mère complètement abandonnée. Une femme devenue invisible pour que sa fille puisse briller. Et j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. J'avais appris à Bianca à se débarrasser de moi. Chaque fois que je faisais semblant d'être moins intelligent, moins compétent, moins important, je lui donnais la permission de me traiter comme un être jetable. J'avais créé le monstre même qui me dévorait maintenant. Dans cette aube silencieuse, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je ne ferai plus semblant d'être petite. Je n'accepterai plus les miettes d'affection de ceux qui devraient m'aimer inconditionnellement. Je ne soutiendrai plus une vie luxueuse pour ceux qui avaient honte de mon existence. Je me suis levée, je suis allée dans mon bureau secret et j'ai commencé à classer tous les documents prouvant ma véritable richesse. Chaque contrat, chaque justificatif de revenus, chaque acte de propriété. La paperasse accumulait toute une vie à bâtir ma fortune tout en feignant la pauvreté. Le plan qui commençait à germer dans mon esprit cette nuit-là n'était pas une question de destruction. C'était une question de révélation. Il s'agissait de montrer à une fille ingrate la vraie valeur de la femme qu'elle avait choisi d'humilier publiquement. Et quand Bianca découvrira la vérité, elle découvrira également que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, comme gravés dans les murs de la maison. Mais ce n'était pas seulement cette phrase qui me blessait, c'était le vide qui subsistait après. L'absence de tout remords, cette ruée vers l'oubli. Je traversais les pièces avec le sentiment que chaque objet, chaque meuble, avait désormais une signification différente. Le canapé où nous avions ri ensemble autrefois semblait trop froid. La cuisine où je lui avais préparé tant de repas régnait dans un silence écrasant. C'était comme si la maison était devenue un décor étrange, une scène où je ne faisais plus partie de la pièce. En même temps, quelque chose en moi luttait pour survivre. Entre les fissures de la douleur, de petits souvenirs brillaient comme des étincelles au milieu de l'obscurité. Le jour où elle m'avait rapporté un dessin de travers de l'école et m'avait dit que j'étais son héros. La nuit où, malade, elle m'avait seulement demandé de rester à son chevet, lui tenant la main. Ces fragments étaient comme des lumières lointaines, fragiles, mais obstinément allumées. Le contraste entre ces souvenirs et la réalité présente me déchirait. D'un côté, la mère blessée, sur le point de s'effondrer sous le poids du rejet. De l'autre, la femme endurcie qui avait traversé des tempêtes bien plus terribles et avait pourtant réussi à se relever. Cette dualité me tenait éveillée, comme si chaque battement de cœur était un choix entre céder au vide ou relever la tête. C'était comme se tenir au seuil de deux mondes, les ténèbres de l'ingratitude et la possibilité d'une révélation qui pourrait tout changer. Je sentais que cette douleur n'était pas seulement une blessure, mais aussi un avertissement. Quelque chose se cachait là, au plus profond de son silence, dans le contrat laissé sur la table, dans l'éclat calculé de ses yeux qui ne me voyaient plus comme une mère. Et ainsi je suis resté, entre doux souvenirs et sombres pressentiments, respirant profondément comme si je retenais l'air avant de plonger. Il y avait une plus grande vérité qui attendait d'émerger, et je savais qu'une fois qu'elle ferait surface, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai commencé à comprendre que chacun de ces gestes était plus calculé qu'il n'y paraissait. Ce n'était pas seulement de la froideur ou de l'indifférence, c'était une répétition. Comme si chaque pas, chaque mot mesuré, faisait déjà partie d'un plan qui se déroulait sans que je sois consulté. Cette prise de conscience était comme un poids sur ma poitrine, mais aussi comme une étincelle allumée dans l'obscurité. S'il y avait un plan, il y avait une intention. Et si intention il y avait, je pouvais trouver le fil conducteur qui reliait toutes les pièces. La maison, qui semblait auparavant silencieuse, devint une carte vivante. Le contrat oublié sur la table n'était pas un détail insignifiant. C'était le signe de quelque chose de plus vaste qui se cachait sous la surface. Je commençais à observer avec l'œil d'un chercheur de traces, notant les moindres erreurs, un dossier laissé ouvert, un appel chuchoté derrière la porte, un coup d'œil rapide qui se détournait lorsqu'il remarquait mon attention. Tout devint des indices, comme les fragments d'un puzzle que je ne pouvais me permettre d'ignorer. Et c'est curieux comme, dans des moments comme ceux-ci, le silence peut devenir un allié.
Ne pas réagir immédiatement était aussi une stratégie. Ce qui lui semblait insouciant était pour moi une opportunité. Chaque mot cruel que j'avalais sans réponse était comme une pièce dans ma poche. Tôt ou tard, il vaudrait quelque chose au moment de payer la facture. Cette tension entre action et réaction a commencé à façonner mes journées. L'effort pour me contenir, pour attendre, était difficile. Mais avec lui venait la promesse d'un retour. Car je savais qu'au moment opportun, l'impact serait plus grand que n'importe quelle parole prononcée à la hâte. C'est à ce moment-là que je me suis demandé, combien d'entre vous ont aussi ressenti ce besoin de se taire pour pouvoir, plus tard, parler plus fort? C'est peut-être là la différence entre être effacé et devenir impossible à ignorer. J'arpentais les couloirs comme quelqu'un qui mesure le terrain avant une bataille. Chaque détail, chaque ombre qui bougeait en arrière-plan, révélait que quelque chose de plus grand allait se produire. Et cette prise de conscience, bien que douloureuse, m'apporta une nouvelle clarté. Le jeu n'était pas encore terminé, et je ne me contentais pas d'y survivre. Je commençais déjà à me préparer à en changer les règles. Le silence que j'avais choisi de maintenir commença à se transformer en arme invisible. Tandis qu'elle croyait que sa hâte et ses gestes calculés passaient inaperçus, je rassemblais chaque détail comme quelqu'un qui rassemble des fils pour tisser une intrigue plus vaste. C'était curieux de voir comment de petits gestes en disaient plus que de grands mots. Un rapide coup d'œil au contrat, un sourire répété devant son téléphone portable, sa façon plus fréquente de verrouiller la porte de sa chambre. Tout semblait banal, mais rien n'était dû au hasard. J'avais l'impression de traverser un pont suspendu au-dessus d'une rivière profonde. Chaque pas était fragile, chaque craquement du bois me rappelait le risque de chute, mais en même temps, la vue de l'autre rive me maintenait stable. Il y avait de la peur, certes, mais elle s'accompagnait d'une étrange sensation de clarté. Comme si l'obscurité elle-même m'apprenait à voir. Le contraste entre espoir et défi devenait plus évident chaque jour. L'espoir naissait dans les moments où je me rappelais qui j'étais vraiment, la force dont j'avais déjà fait preuve lors de tant de combats. Le défi suivait peu après, avec le cruel rappel que c'était désormais ma propre fille qui me mettait à l'épreuve. Cette combinaison était amère, mais aussi nécessaire. Car c'est dans cette friction que j'ai trouvé l'énergie de persévérer sans abandonner. Les images qui me sont venues étaient puissantes. Je me suis vu devant un immense échiquier, où chaque pièce qu'elle déplaçait était silencieusement observée par moi. Par moments, j'avais l'impression d'être désavantagé, presque acculé. Mais il m'a suffi d'observer un peu plus longtemps pour comprendre qu'en réalité, chacun de ces mouvements révélait aussi des faiblesses que je pourrais tôt ou tard exploiter. Le rythme de vie à l'intérieur de cette maison avait changé. L'air semblait plus lourd, les sons plus prononcés. Même le tintement d'un verre dans l'évier sonnait comme le signe avant-coureur de quelque chose. Je respirais profondément, essayant de maintenir un équilibre entre lucidité et incertitude, entre patience et urgence. Et au fond, une certitude grandissait silencieusement. Plus elle me croyait immobilisé, plus j'étais proche de franchir le pas qui allait tout changer. Le fil de la révélation devenait chaque jour plus visible, tel un trait de lumière perçant les ombres, prêt à percer une fois pour toutes. Le silence qui m'avait autrefois paru pesant devint un champ d'observation. Je ne voyais plus seulement ses gestes, mais ce qui se cachait derrière. Chaque mot prononcé à la hâte, chaque porte fermée, chaque coup d'œil rapide au contrat laissait une trace. Et plus j'observais, plus je sentais une vérité plus profonde approcher, telle une vague qui enfle silencieusement avant de s'écraser sur le rivage. Les nuits étaient le théâtre d'un travail acharné de mon esprit. Je me levais et arpentais les couloirs dans l'obscurité, caressant les murs comme à la recherche de traces cachées. La maison semblait détenir des secrets, et j'entendais chaque craquement du bois comme un murmure. Le contraste était cruel. Le jour, tout semblait trop calme. La nuit, chaque détail se révélait plus clairement, comme si les ombres avaient le pouvoir de me révéler ce que la lumière s'obstinait à cacher. En moi, confiance et doute s'affrontaient comme des soldats en guerre. La confiance me rappelait qui j'étais, la femme qui avait survécu à l'abandon, à l'humiliation et aux petites morts du quotidien. Le doute, cependant, me murmurait à l'oreille qu'il était peut-être trop tard, qu'elle avait peut-être déjà franchi des étapes que je ne pouvais pas annuler. Ce combat intérieur me tenait éveillé, alimentant la tension qui grandissait à chaque instant. Les images qui me venaient étaient fortes, presque douloureuses. Je me voyais dans une pièce lumineuse, entourée de regards, révélant toute ma vérité cachée. Puis, la même scène s'estompait et je me retrouvais seul dans une pièce vide, ignorée et oubliée. Ces deux visions alternaient comme des lames acérées, me rappelant le risque que je prenais et l'importance de chaque décision. Le temps semblait me pousser vers une limite invisible.
Je savais que bientôt, le fil reliant le silence à la révélation se romprait. Mais je ne savais pas encore si ce qui viendrait ensuite serait la lumière qui me libérerait ou l'ombre qui m'engloutirait tout entier. Et cette incertitude, aussi dense que la nuit elle-même, me tenait en éveil, respirant profondément, attendant le moment où la vérité se montrerait enfin. C'est dans ce silence pesant que quelque chose a basculé en moi. Je n'étais plus seulement la mère blessée qui regardait sa propre histoire s'écrire sans sa présence. Je suis devenue la femme qui comprenait enfin la valeur de chaque cicatrice, de chaque nuit blanche, de chaque humiliation ravalée en silence. C'était comme si toutes les couches de douleur se réorganisaient en moi pour former une nouvelle armure, non pas de froideur, mais de lucidité. J'ai regardé à nouveau le contrat et, pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur. Ce papier, qui m'avait autrefois semblé une menace, était désormais le symbole d'un choix. J'ai compris que ce n'était pas le contrat qui décidait de mon avenir, mais que c'était moi qui en déterminais le sens. Cette clarté était comme la lumière du soleil inondant une pièce scellée depuis des années, aveuglante au début, mais bientôt libératrice. Les images dans mon esprit prirent une autre tournure. Je ne me voyais plus perdu dans une pièce vide. Je me voyais debout devant tout le monde, ferme, sans baisser les yeux. Et peu importait qu'ils tentent de me rabaisser à nouveau, car ce que je portais en moi ne pouvait plus être effacé. La femme invisible qu'ils avaient autrefois accepté d'humilier n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui reconnaissait sa valeur et n'avait pas besoin de permission pour exister pleinement. Ce contraste entre défi et réussite m'a fait prendre une grande inspiration. J'ai réalisé que même la souffrance avait été un enseignement, que même les larmes versées m'avaient appris à voir le monde sans illusion. Et soudain, chaque souvenir amer est devenu un tremplin, et chaque pas m'a propulsé plus haut. Si ce voyage éveille quelque chose en vous, permettez-vous de laisser un signe, un geste silencieux qui témoigne de l'écho que cette histoire a eu en vous. Car c'est ainsi que les histoires de souffrance et de dépassement deviennent des chaînes de force, unissant ceux qui ont subi le poids de l'ingratitude et ceux qui choisissent de ne pas se taire face à elle. Et ainsi, le cœur encore meurtri mais désormais éveillé, j'ai fermé les yeux et ressenti un rare privilège, ne plus être défini par le rejet. Je n'avais pas besoin d'attendre qu'on reconnaisse ma valeur. Je l'avais déjà trouvée. Et c'est grâce à elle que j'écrirai, à partir de ce moment, la partie la plus puissante de ma vie.